On va s'attaquer aujourd'hui à une question immense et à laquelle on ne pense pas si souvent. C'est tout simple. Pourquoi notre univers est-il gouverné par des lois stables et cohérentes, au lieu d'être un immense chaos? C'est une question vraiment fondamentale. La science, dans son travail de tous les jours, part du principe que cet ordre existe. Mais la vraie question, la question philosophique, c'est pourquoi il y a un ordre plutôt que rien ou un désordre total? Et ce n'est pas une petite question. Même Albert Einstein trouvait ça, incompréhensible. Sa célèbre citation le dit mieux que personne. Le plus grand mystère, c'est que l'univers a un sens, qu'on peut le comprendre. Alors, pour bien aborder le problème, il faut faire une distinction très claire. La science, elle est absolument géniale pour nous décrire comment les lois fonctionnent, ce qu'elles sont. Mais la question de pourquoi ces lois existent tout court, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est le terrain de jeu de la philosophie. Prenons un exemple très concret. La science nous explique que la force nucléaire forte colle les protons ensemble dans un atome. Ok? Super. Mais la philosophie demande, d'accord, mais pourquoi cette force existe-t-elle? Et pourquoi est-ce qu'elle fonctionne exactement de la même manière ici et dans une galaxie à des milliards d'années-lumière? Donc, pour tenter de répondre à ce pourquoi, on doit changer de casquette. On quitte un peu le laboratoire pour entrer dans le domaine de la réflexion pure, dans la philosophie. Et face à ce grand mystère, il y a en gros deux grandes familles d'explications qui s'opposent. On a d'un côté le théisme et de l'autre l'athéisme matérialiste. Pour faire simple, la vision théiste dit que les lois sont comme des décrets établis par un esprit intelligent, un législateur divin. La vision athée matérialiste, elle, propose autre chose. Les lois ne sont pas créées, elles sont juste une propriété de la matière, depuis toujours et pour toujours. C'est un fait brut de l'univers, un point c'est tout. Maintenant qu'on a posé le décor, on va examiner un argument bien précis, une ligne de raisonnement structurée qui s'appuie sur cette question des lois. Voilà comment ça se déroule. Étape 1, il y a des lois. Bon, ça tout le monde est d'accord. Étape 2, les deux grandes explications sont le théisme et l'athéisme matérialiste, ok? Mais c'est l'étape 3 qui est le vrai cœur du débat. L'idée que le théisme serait une meilleure explication. C'est là-dessus que tout repose. Alors, comment est-ce que cet argument tente de prouver cette fameuse troisième étape? Eh bien, il s'appuie sur 3 affirmations, 3 points de comparaison qu'on va regarder de plus près. Le tout premier point, c'est l'ordre lui-même. Le simple fait que l'univers soit structuré de manière logique, de manière rationnelle, c'est cet ordre qui nous permet à nous de penser et de raisonner. Pour bien comprendre, faisons une petite expérience de pensée. Imaginez une seconde un monde sans aucune loi. Un monde où l'on croque dans une pomme et pouf, elle se transforme en caillou dans la bouche. Un monde où la chaise sur laquelle on est assis pourrait tout à coup se mettre à flotter dans les airs sans aucune raison. Ou un verre d'eau glacée se mettre à bouillir spontanément. Dans un tel chaos, comment pourrait-on former une pensée cohérente? Comment pourrait-on même apprendre quoi que ce soit? La raison elle-même n'aurait aucun sens. Ok, passons au deuxième point. Non seulement il y a des lois, mais en plus elles sont universelles. La loi de la gravité, par exemple, elle s'applique de la même façon ici que dans la galaxie d'Andromède. Pourquoi cette uniformité incroyable à travers tout l'espace et le temps? Le philosophe Richard Swinburne a une analogie géniale pour ça. Il dit, si on entre dans une pièce et qu'on trouve des milliers de documents, tous écrits avec la même écriture, on ne se dit pas « quelle coïncidence ». Non, on cherche l'auteur, la source commune. Pour les lois de la nature, c'est un peu la même idée. Cette écriture uniforme partout dans l'univers suggère une source commune. Et enfin, on arrive au troisième et dernier point de l'argument. C'est l'idée qu'un univers de lois est en fait une condition nécessaire pour que la responsabilité morale puisse exister. C'est une idée assez fine, mais très puissante. On ne peut être tenu pour responsable de ses actes que si on peut, plus ou moins, en prévoir les conséquences. Si le fait de pousser quelqu'un pouvait, de manière aléatoire, le faire tomber ou le faire s'envoler, la notion même de bien ou de mal perdrait tout son sens. La moralité a besoin de prévisibilité. Alors, si on récapitule tout ça, d'un côté, l'argument théiste propose que la rationalité des lois vient d'un esprit rationnel, que leur universalité vient d'une source unique et que leur stabilité est le cadre voulu pour la morale. De l'autre côté, la position matérialiste considère que tout ça, la rationalité, l'universalité, c'est juste comme ça, c'est une propriété de base de la matière qui n'appelle pas d'autre explication. Alors, au final, où est-ce que tout ce raisonnement nous mène? La conclusion de l'argument est la suivante. Parce que la vision théiste semble offrir une explication à la fois pour la rationalité des lois, leur universalité et le cadre qu'elle pose pour la morale, elle est présentée comme une explication philosophiquement plus satisfaisante. Elle répondrait à plus de pourquoi que l'alternative, qui s'arrête à un « c'est comme ça ».
Et c'est sur cette grande question qu'on va se quitter. Un univers rempli de lois si complexes, si fiables, si universelles, est-ce que ça pointe vers un législateur, une intelligence organisatrice, ou est-ce que c'est simplement la nature brute de la réalité elle-même? La question, bien sûr, reste ouverte.